المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le conflit syrien déborde au Liban. Le Hezbollah et les rebelles syriens s'affrontent dans des combats près de Baalbek, dans l'est du pays. Au moins 16 combattants ont été tués. Prorogation du Parlement. Le patriarche Rahi appelle les députés à corriger leur erreur en adoptant une nouvelle loi électorale. Tamam Salam estime que le retard dans la formation du cabinet n'est plus justifié. À Damas, un attentat à la voiture piégée devant un commissariat a fait 9 morts parmi les forces de sécurité. Sur le plan diplomatique, Moscou bloque une déclaration de l'ONU sur Kousser où les combats se poursuivent. Et à suivre également dans cette édition, calme relatif à Istanbul après 2 jours de manifestations durement réprimées par la police. Seulement quelques centaines de protestataires anti-gouvernement sont toujours présents sur la place Taksim. Plusieurs combattants ont été tués lors d'affrontements qui ont opposé des rebelles syriens à des membres du Hezbollah cette nuit dans l'est du Liban. Les accrochages se sont produits à 2 km de la frontière syrienne, à l'est de la ville de Baalbek, dans la plaine de la Beka. Selon une source des forces de sécurité libanaises, 15 rebelles et un combattant du Hezbollah ont été tués lors de ces affrontements. Les insurgés syriens seraient tombés dans une embuscade alors qu'ils se préparaient à tirer des roquettes sur des zones chiites de la plaine de la Beka. Le patriarche maronite a affirmé que la décision du Parlement d'auto-proroger son mandat va à l'encontre de la volonté du peuple libanais. Dans son homélie dominicale, Marchara Boutros-Rahi s'est dit confiant que le Conseil constitutionnel va prendre en considération les appels soumis dans cette affaire. Il a appelé le Parlement à corriger son erreur en adoptant au plus vite une nouvelle loi électorale. Le patriarche a par ailleurs exhorté le président Michel Sleiman et le Premier ministre désigné Tamam Salam d'accélérer la formation du nouveau cabinet. Il a souligné que toutes les forces politiques qui veulent participer à ce gouvernement doivent respecter la Constitution et la déclaration de Baraabda qui stipule la distanciation du Liban des crises régionales, notamment la crise syrienne. Le pays a besoin d'un gouvernement. Tamam Salam estime que le retard dans la formation du nouveau cabinet libanais n'est plus justifié. Selon le Premier ministre désigné, si ce retard se poursuit, il serait aussi dangereux que le vide institutionnel qui aurait eu lieu si le Parlement n'avait pas prorogé son propre mandat. D'après Salam, les forces politiques qui se sont mises d'accord sur la prorogation du mandat de la Chambre peuvent se mettre d'accord sur l'accélération de la formation du gouvernement. Désigné le 6 avril dernier, il peine à former un nouveau cabinet en raison surtout des divisions accentuées au Liban par la crise en Syrie. Najib Miati a rencontré Hassan Nasrallah il y a 3 semaines, c'est du moins ce que rapporte le quotidien panarabe Al Hayat dans son édition de ce dimanche. Selon le journal, les discussions entre le Premier ministre sortant et le chef du Hezbollah ont porté sur la situation politique et sécuritaire du Liban. D'après le quotidien, c'est cette rencontre qui a encouragé Miati à lancer un appel en faveur d'un nouveau dialogue national. Le Premier ministre sortant a annoncé mercredi dernier avoir proposé une initiative visant à convoquer un dialogue national avec la participation de toutes les forces politiques du Liban. Toujours selon Al-Hayat, la rencontre entre les 2 hommes était chaleureuse et constitue un rapprochement après la démission de Miati de son poste, démission qui n'a pas été bien accueillie par le Hezbollah. Le président Sleiman a chargé le ministre sortant des Affaires étrangères, Adnan Mansour, de porter plainte contre Israël auprès de l'ONU pour les violations répétées de l'espace aérien libanais ce dimanche. L'armée libanaise a fait état d'un survol intensif à basse altitude de l'aviation israélienne sur l'ensemble du territoire libanais, dont la capitale Beyrouth, en effectuant des trajectoires circulaires. Un attentat à la voiture piégée a tué au moins 9 membres des forces syriennes de sécurité près d'un commissariat de police à Damas. L'agence officielle a confirmé l'attentat mais fait état de 10 citoyens blessés par l'explosion d'une voiture piégée conduite par un terroriste. C'est le terme utilisé par le régime pour désigner les rebelles. Ailleurs dans le pays, 28 insurgés ont été tués dans une embuscade dans le nord de la province de Homs. Par ailleurs, au moins 6 soldats ont trouvé la mort lors d'une attaque rebelle contre un barrage militaire à la périphérie de Tel Bissé, une ville contrôlée par les insurgés et encerclée par l'armée.
Et puis à Qousseir, les combats se poursuivent. Les avions du régime ont mené des raids sur cette ville stratégique. Les rebelles qui ont perdu les 2/3 de Qousseir depuis 2 semaines sont désormais encerclés. Nouveau blocage de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. Moscou s'est opposé à une déclaration proposée par le Royaume-Uni et qui s'inquiète des affrontements meurtriers à Qousseir. La déclaration aurait appelé les 2 camps à faire leur possible pour éviter de faire des victimes parmi les civils et demandé à Damas d'assumer ses responsabilités dans la protection de la population. Selon l'ONU, quelques 1500 civils blessés ont besoin d'être immédiatement évacués de la ville pour des soins médicaux d'urgence. Et toujours sur le plan diplomatique, Laurent Fabius a indiqué que la conférence internationale sur la Syrie pourrait se réunir en juillet. Pour le ministre français des Affaires étrangères, il s'agit de la dernière chance pour le pays. Il estime qu'une convocation en juin serait un délai trop court pour la coalition des forces d'opposition de désigner ses représentants. Laurent Fabius a par ailleurs réitéré l'opposition de la France à une participation de l'Iran à ces pourparlers proposés par Moscou et Washington. La Syrie est également au cœur de la conférence internationale sur la défense Shangri-La Dialogue qui se tient à Singapour, en présence notamment du chef du Pentagone, Chuck Hagel, et de son homologue français, Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense a appelé la communauté internationale à trouver une solution rapide pour mettre fin à la crise syrienne. Il a également exhorté l'Iran à suspendre son activité nucléaire. On l'écoute. C'est la raison pour laquelle il faut aller vite dans la conclusion. Parce que toute attitude attentiste risque d'entraîner des perturbations sur la Jordanie, sur le Liban, voire même sur l'Irak, et qui serait créatrice de perturbations énormes pour l'avenir et pour la carte globale du Moyen-Orient. Donc il faut aller vite, mais le départ de tout cela, c'est l'attitude intransigeante et cruelle d'un dictateur qui est devenu autiste. La Russie ne se sentait absolument pas concernée par l'embargo, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. C'est ce que nous constatons. Elle fait ses choix que nous ne partageons pas. En ce qui concerne l'Europe, je pense que la levée de l'embargo est une possibilité pour les pays qui le souhaitent de venir aider l'armée syrienne libre et en particulier de l'aider à protéger les populations civiles qui pourraient être attaquées ou massacrées par le pouvoir en place. C'est une possibilité qui est offerte, mais il n'est pas dit qu'elle sera utilisée. En tout cas, c'était un acte politique important qu'il fallait bien mettre en œuvre. Le sujet pour la France, mais pour finalement la sécurité du monde, c'est le fait que l'Iran arrête sa course en avant vers l'arme nucléaire. C'est incontournable. C'est un enjeu mondial autour duquel tout le monde doit se rassembler. Donc les sanctions qui sont mises en œuvre non seulement doivent se maintenir, mais être renforcées pour amener l'Iran à renoncer à cette stratégie suicidaire. C'est d'ailleurs la même logique que nous voulons contribuer à développer à l'égard de la Corée du Nord. Direction l'Iran, justement, où Mahmoud Ahmadinejad a échappé à un accident d'hélicoptère. Le président iranien se rendait à une cérémonie d'inauguration d'un tunnel routier lorsque son hélicoptère a été contraint d'atterrir en urgence dans une région montagneuse du nord de Téhéran, sans faire de blessés. Au retour de la pause, direction le Niger, où une tentative d'évasion de terroristes a été déjouée à la prison de Niamey. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, calme relatif à Istanbul, mais la tension reste vive sur la place Taksim au lendemain d'une deuxième nuit d'émeute qui a fait 2 morts et 1 millier de blessés selon Amnesty International. Une information qui n'a pas été confirmée par les autorités turques qui font état de leur côté de plusieurs dizaines de blessés, dont de nombreux policiers et plus de 900 arrestations. Seulement quelques centaines de protestataires sont toujours présents. Ils s'opposent à un projet d'aménagement urbain qui vise à détruire un parc public pour construire un centre commercial. Rapidement, la contestation s'est transformée en un mouvement anti-Erdogan qui demande plus de laïcité. Des groupes de manifestants ont tenté de s'approcher des bureaux du Premier ministre turc à Istanbul et à Ankara, où ils se sont violemment heurtés aux forces de l'ordre. En Égypte, la justice a invalidé le Sénat dominé par les islamistes qui assument le pouvoir législatif en l'absence d'une assemblée. D'après ce jugement, le Conseil de la Choura ne sera dissous qu'une fois le nouveau Parlement élu. Les prochaines législatives sont théoriquement prévues en octobre.
La Haute Cour constitutionnelle a également invalidé la commission qui a rédigé une constitution controversée adoptée en décembre dernier. Cette décision illustre le bras de fer qui oppose depuis un an le président Morsi, issu des Frères musulmans, au pouvoir judiciaire que les islamistes accusent d'être dominé par les magistrats fidèles au président déchu, Hosni Moubarak. En bref, dans le reste de l'actualité de ce dimanche au Niger, 2 gardiens ont été tués et 3 autres blessés dans une tentative d'évasion d'une prison située en plein centre de Niamey, la capitale. Selon les autorités, 3 militants islamistes condamnés pour des faits de terrorisme ont tenté de s'évader en plein jour. Ils ont finalement été repris vivants à l'issue d'une fusillade de 3 quarts d'heure. Les tornades qui ont frappé plusieurs États du Midwest américain ont fait au moins 14 morts et de nombreux blessés. Les vents violents ont causé des dégâts considérables et privé plusieurs dizaines de milliers de foyers d'électricité. L'Oklahoma est l'État le plus touché par ces intempéries avec le Missouri. La ville de Moore, frappée il y a 2 semaines par une tornade meurtrière, a cette fois été relativement épargnée. Les États-Unis restent le pays qui subit le plus grand nombre de tornades au monde. On en recense en moyenne 1200 chaque année. Marine Le Pen pourrait perdre son immunité parlementaire de députée européenne après un vote en ce sens d'une commission parlementaire. Il doit être soumis pour ratification au Parlement européen lors de sa prochaine session plénière dans une dizaine de jours. La demande de levée d'immunité a été faite par la ministre française de la Justice après un dépôt de plainte pour incitation à la haine raciale. En décembre 2010, la présidente du Front National avait comparé les prières de rue musulmanes à l'occupation allemande. Et puis on reste en France où après avoir vendu cette année la bague de fiançailles de l'impératrice Joséphine pour près d'1 million de dollars, la maison Ozena organise une nouvelle vente aux enchères. Parmi les pièces phares de sa vente en pire, le coffret à bijoux offert par Napoléon à son épouse. Il est estimé à 250 000 $. Autre vedette de cette collection, un manuscrit coranique rare sauvé du bombardement de Napoléon sur la mosquée Al-Azhar au Caire en 1798. C'est surtout le contexte historique dans lequel il a été retrouvé qui lui donne toute sa valeur. C'est un coffret à bijoux que Napoléon a offert à Joséphine. Ces coffrets à bijoux est en acajou, il date de la fin du Consulat, début de l'Empire, à peu près vers 1800. Il a la particularité d'être décoré par ces pièces en acier poli, qui était la caractéristique d'un ornementaliste du début du 19e siècle qui s'appelait Reynard-Sheh, et avec une décoration en plaques de Wedgwood. Sur la serrure, vous voyez ici les initiales J.B. Joséphine de Beauharnais. Joséphine de Beauharnais fait partie des personnages, des femmes de l'histoire de France qui fascinent, passionnent par son histoire, par sa vie un peu décousue, par sa destinée un peu étrange. Venir de la Martinique, voilà une voyante qui lui dit « tu seras plus que reine ». Elle arrive à Paris pendant l'époque de la Révolution, elle n'a pas d'argent, et puis elle va rencontrer ce général à la fin de la Révolution, au moment du directoire, et elle va se lier à lui, elle va devenir impératrice des Français, et puis quelques années après, elle va être répudiée, elle va terminer seule à la Malmaison. L'histoire de France aime les dessins tragiques. Il n'y aurait pas l'histoire de Napoléon si Napoléon n'avait pas terminé sa vie à Sainte-Hélène. On envoie les troupes pour bombarder la mosquée. Et on tire à canon et on envoie des militaires. Parmi ces militaires, il y a un militaire qui s'appelle Jean-Joseph Marcel. Il est érudit, il connaît l'islam, il parle arabe et il comprend l'importance de ces documents qui sont enfermés dans cette mosquée. Alors il part avec les troupes et il va faire en sorte de préserver certains documents. Il va empêcher que les bombes détruisent. Il arrive au péril de sa vie. Il le racontera dans l'histoire de... Et excusez-moi de cette interruption, petit problème technique. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le conflit syrien déborde au Liban. Le Hezbollah et les rebelles syriens s'affrontent dans des combats près de Baalbek, dans l'est du pays. Au moins 16 combattants ont été tués. Prorogation du Parlement, le patriarche Rahi appelle les députés à corriger leur erreur en adoptant une nouvelle loi électorale. Tamam Salam estime que le retard dans la formation d'un cabinet n'est plus justifié. À Damas, un attentat à la voiture piégée devant un commissariat fait 9 morts parmi les forces de sécurité.
Sur le plan diplomatique, Moscou bloque une déclaration de l'ONU sur Qousseir où les combats se poursuivent. Et puis calme relatif à Istanbul après 2 jours de manifestations durement réprimées par la police. Seulement quelques centaines de protestataires anti-gouvernement sont toujours présents sur la place Taksim. Merci de votre attention. Retrouvez-nous dès demain, 16h40 heure de Beyrouth, pour une nouvelle semaine d'actualité. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre nouvelle application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. المقاومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ويكشف ظهرها. ليس حزبا لبنانيا ولكنه فرقة إيرانية.